Et oui, on rejoint Grégory Volokin chez Mescart. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Alors on est à quelques minutes maintenant de l'ouverture, hein, ce sera dans un tout petit peu moins d'une demi-heure. Il y a pas mal de statistiques. Comment ça s'annonce du côté de New York? Qu'est-ce que les opérateurs vont essayer de regarder en ce début de semaine? Alors si on regarde les statistiques d'aujourd'hui, par exemple, on a la hausse des dépenses des ménages et la hausse des revenus. Alors la hausse des revenus 0,3%, c'est un peu moins bien que prévu, mais c'est quand même satisfaisant. La hausse des dépenses, en fait c'est une baisse des dépenses, puisqu'on a une baisse de 0,2% sur le mois, qui est expliquée en fait par une augmentation de l'épargne des familles. On a un taux d'épargne maintenant aux États-Unis de 5,5%, c'est le plus haut niveau d'épargne depuis 2012. Et puis il faut aussi se dire que les dépenses des familles ou des ménages baissent un tout petit peu à cause de la baisse du coût de l'énergie. Donc rien de particulièrement brutal ni affolant de ce côté-là. Un autre chiffre, c'est le chiffre que regarde le plus la Fed, c'est ce qu'on appelle Consumer Price Expenditure, le CPE. C'est un indicateur d'inflation. Il est en hausse de 0,1% sur le mois, de 1,3% sur l'année. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est encore bien en dessous des objectifs de la Réserve fédérale, puisque ces objectifs sont pour une hausse annuelle de l'inflation de 2%. Donc on est encore vraiment dans le trend que nous a donné Janet Yellen en fin de semaine dernière? Absolument, on est toujours dans ce trend où, à moins d'une grosse surprise, il n'y aura pas de hausse des taux, à mes yeux en tout cas, avant la rentrée, c'est-à-dire avant le mois de septembre. Est-ce que côté entreprise, il y a aussi quelques denrées à se mettre sous la dent? Oui, il y a un très gros deal, une grosse fusion aujourd'hui entre NXP Semiconductor, qui est une compagnie hollandaise, et Freescale Semiconductor, qui est une compagnie américaine. En fusionnant, ils vont devenir la 8e plus grosse compagnie de semi-conducteurs au monde. Et c'est des semi-conducteurs intéressants puisqu'ils sont surtout destinés à l'automobile. Et vous savez qu'actuellement, dans l'automobile, on a de plus en plus d'informatique, évidemment. C'est un secteur des semi-conducteurs extrêmement porteur. Et l'autre chose à noter pour ces deux compagnies qui avaient été rachetées par des fonds de private equity, qui ont été remis sur la bourse, et ces fonds de private equity commencent à sortir. Ce qui est à noter dans le cas de Freescale, par exemple, c'est que Freescale avait été racheté par une compagnie de private equity, ou même par deux, de Blackstone et d'autres, il y a 8 ans, et aujourd'hui, en sortant, ils ne font que récupérer le prix qu'ils avaient mis à l'époque. Merci beaucoup Grégory Volokin, donc depuis les bureaux de Mescart Financial Services du côté de New York. On vous retrouve dans une quarantaine de minutes, bien sûr. En attendant, Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Allez, tout de suite direction New York pour rejoindre les bureaux de Mescart Financial Market où nous attend Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour. Bon, finalement, ça a pas mal démarré, dites-moi, cette séance. Il y a eu quelques petites hésitations au tout début. Puis là, pour le moment, on prend un peu d'altitude, plus 0,4% grosso modo pour les grands indices. Oui, je pense que vous aurez peut-être un gros titre dans quelques minutes. C'est le Nasdaq qui se rapproche rapidement des 5000, qui est un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis l'an 2000. Et 5000, on en est à 0,3%. Donc c'est fort possible que d'ici quelques minutes, on ait ce nouveau record. On va garder les yeux sur ce Nasdaq à 4982 points, effectivement. Qu'est-ce que bon, on sait, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure en nous donnant les grandes lignes de cette tendance, de cette séance qui s'annonçait. Il y a quelques données statistiques qui sont intéressantes à regarder et que les investisseurs gardent bien évidemment en tout premier lieu. Ouais, je dirais qu'il y a une statistique qui vient d'être publiée il y a une minute, qui est le Markit, qui montre que dans le secteur manufacturier, l'expansion est de plus de 55%. C'est un chiffre qui est arrivé meilleur que prévu. Il faut se souvenir qu'on avait eu un chiffre des directeurs d'achat de la région de Chicago qui avait été très décevant vendredi. Donc ça remet un tout petit peu les choses à leur place. Ce chiffre décevant de Chicago était dû sûrement à une météo extrêmement désavantageuse. Il faisait moins 30 en février à Chicago. Et aussi, vous saviez qu'il y avait une grève dans les ports de la côte ouest qui avait beaucoup ralenti un peu le flux des achats et des ventes dans cette région. Donc je dirais que les investisseurs, là, ils commencent la semaine plutôt optimistes. Il y a eu deux grosses activités au niveau des fusions et des acquisitions. On en parlait déjà tout à l'heure dans le cas de Freescale Semiconductor. Et puis il y a une autre fusion et acquisition qui est un rachat
par Hewlett Packard de ARUN, qui est une compagnie qui est spécialisée dans la transmission des données. Donc c'est toujours bon signe qu'au début de la semaine, on ait déjà pour 45 milliards de dollars de fusion et d'acquisition. Voilà, effectivement, ça remplit déjà bien la tête. Autre thème, autre sujet que les investisseurs new-yorkais, j'ai presque envie de dire même mondiaux, suivent avec intérêt, ce sont bien évidemment les lettres, les petits mots que leur envoie Warren Buffett. Et là, on a vraiment le point sur l'année Warren Buffett. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces lignes signées Warren Buffett qui viennent aussi peut-être essayer d'expliquer les positions de l'oracle d'Obama? Oui, on apprend toujours beaucoup de choses. C'est plus que des lignes parce qu'il y en a pratiquement 40 pages. Il y a beaucoup d'humour, mais je dirais que par exemple, on commence à apprendre un tout petit peu dans quelle direction va aller la succession de Warren Buffett. On a l'impression qu'il y a deux favoris, un monsieur Jane, Jane comme nom de famille, c'est pas un prénom, qui est à la tête des activités d'assurance depuis plus de 30 ans. Il a 66 ans. Et un autre, monsieur Abel, qui lui est à la tête des activités dans l'énergie. Ça sera, je pense, les deux personnes qui pourraient succéder à Warren Buffett. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il a de la patience, parce qu'en fait, il parle un peu de titres dans lesquels il est rentré et sur lesquels il n'a pas des performances fortement bonnes. Un exemple, c'est IBM. IBM, il dit lui-même qu'il a acheté cette action à 170 $. Aujourd'hui, on est à 160, donc il y a une perte, mais il dit mais moi, ça m'est complètement égal. J'aime IBM, je l'achète pas sur 3 mois, ça me va tout à fait bien si même le titre baisse. Donc, il montre vraiment, une fois de plus, qu'il est un investisseur qui est placé sur la durée. C'est ça qui a fait son succès en achetant des compagnies telles que McDonald's, Coca-Cola il y a 30 ans. Il faut pas trop regarder la marche ou comment vont les titres sur les 6 derniers mois. Il faut vraiment regarder sur la durée. Et vous vous souvenez qu'un investisseur qui a commencé à investir il y a 30 ans avec Warren Buffett a multiplié par 12 000 l'argent qu'il a mis. Donc je pense que c'est quand même un beau track record, comme on dit ici. Ça peut laisser rêveur si on avait mis 100 $ au début dans la poche de Warren Buffett. Malgré tout, il y a aussi des commentaires assez durs dans ces quelques pages, effectivement, 40 pages que signe Warren Buffett. Oui, c'est assez étonnant en fait, parce que chaque année, en général, il chante les louanges des principales personnes de sa compagnie, et une des principales compagnies dans la holding, c'est la compagnie de transport ferroviaire. Cette compagnie de transport ferroviaire a eu une mauvaise année, il faut le dire. C'est dû à plusieurs choses. C'est dû, par exemple, à la baisse des transports du charbon. Mais il a eu vraiment des mots durs en disant que ce n'était pas admissible, qu'il y avait beaucoup de choses à réorganiser. Et en fait, comme la personne qui était à la tête de cette activité apparaissait encore parmi les favoris l'année dernière pour lui succéder, là, c'est peut-être un sale coup pour les ambitions personnelles de ce monsieur. Bon, les investisseurs qui vont commencer aussi à suivre les statistiques. Alors on parlait du market PMI en tout début d'entretien, Grégory, mais il y avait aussi les dépenses et revenus des ménages, et puis le chiffre de fin de semaine qui va bien évidemment intéresser tout le monde, l'emploi. Comment est-ce que Wall Street finalement va vivre cette semaine de montée vers le rapport mensuel sur l'emploi? Oui, je pense que le rapport de l'emploi, on a un peu la chance, entre guillemets, de dire que on pourra de toute façon, quel que soit le chiffre, le prendre avec des pincettes. De nouveau, je me répète souvent, mais c'est vraiment le cas pour ces conditions climatiques qui étaient très 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 mauvaises au mois de février sur toute la moitié est des États-Unis, dont New York. Donc on n'attend pas un chiffre extrêmement fort. Je crois que le consensus est dans les 225 000 créations d'emplois. Je pense que c'est un acquis que la situation de l'emploi aux États-Unis s'améliore. Elle s'améliore même plutôt rapidement. Ce qui ne s'améliore pas assez rapidement, c'est les salaires. Donc c'est ça qu'on va surtout regarder, la composante, comme on dit, salaire horaire dans le chiffre de l'emploi. Et puis alors si on regarde les chiffres qu'on a eu aujourd'hui par rapport à la consommation et par rapport aux revenus, je dirais que c'est des chiffres qui n'apportent pas de nouveaux éclairages. La consommation se tient assez bien. S'il y a une petite baisse, c'est parce qu'en fait les ménages ont un peu plus économisé sur le mois, en fait même beaucoup plus, puisqu'on est au plus haut niveau d'économie depuis 2012, 5 points
5% des revenus. Et puis les dépenses des ménages baissent en fait avec la baisse de l'énergie. C'est un poste important dans les ménages aux États-Unis. C'est pratiquement 10% des dépenses mensuelles, si vous comptez le chauffage, l'électricité et les transports, évidemment, en faisant le plein de votre voiture. Donc des chiffres qui ne nous donnent pas une nouvelle lecture. Je pense que tout a été à peu près dit pour le moment par la Fed. La Fed va changer son langage, laisser tomber le mot patience, être vraiment à l'écoute des statistiques. Et ce genre de statistiques qu'on a eu aujourd'hui ne nous apprennent vraiment rien de nouveau. Voilà donc pour la situation macroéconomique. On termine juste avec Wells Fargo et on reparle, en tout cas vous me faites reparler des subprimes, c'est ça Grégory? Oui, il y a des subprimes dans beaucoup de secteurs. Il faut se souvenir que la grande crise économique, c'était dû aux subprimes dans l'immobilier. Maintenant, on parle de plus en plus des subprimes dans la voiture, dans le financement des voitures. Et c'est pas le même prix, clair quand même. que là... c'est pas le même prix. D'abord, c'est pas le même prix. Deuxièmement, le marché des subprimes pour les voitures, c'est 10 fois moins important que celui pour les maisons. Mais je vais vous dire juste un chiffre qui est quand même assez aberrant. Actuellement, quelqu'un qui n'a pas le bon credit rating, donc qui n'a pas un bon crédit et qui veut acheter une voiture en utilisant un prêt subprime, va avoir des taux à payer tellement élevés qu'on a l'exemple que quelqu'un qui a acheté une Honda Accord pour 10 000 $ s'est retrouvé avec une dette de 40 000 $. Donc ça montre à quel point il faut faire très très attention et les banques comme Wells Fargo vont limiter vraiment le subprime dans les voitures. Ils disent à 10% du total des encours des subprimes parce que rien n'est plus dangereux que de prêter 40 000 $ à quelqu'un qui a en face de ça comme collatéral que 10 000 $. Voilà, exactement. Merci beaucoup Grégory Volokin. Grégory Volokin qui nous répondait depuis les bureaux de Mescart Financial Services du côté de New York. Très bonne journée, des marchés qui sont donc à la hausse à New York.